France-Argentine, c'est la dernière affiche de la Coupe du Monde de football. Dimanche 18 décembre se tient la finale de la compétition au Qatar. Une finale qu'on pourrait fêter dans les rues de France, oubliant ce qu'elle a coûté. Car derrière ce tournoi, il nous faut nous rappeler la réalité, une catastrophe climatique et des morts, de nombreux morts, au moins 6500 selon une enquête du Guardian, et de nombreux travailleurs migrants exploités dans des conditions atroces. C'est l'objet du livre, coécrit par Sébastien Castelier et Quentin Muller, Les esclaves de l'homme pétrole. Les deux journalistes ont recueilli des témoignages de travailleurs du Soudan, du Kenya, d'Ouganda, du Togo, de Madagascar, d'Inde, du Népal et des Philippines pour nous dévoiler les dessous de cette Coupe du Monde qu'on célèbre malgré ses faits. Pour nous en parler, l'auteur Quentin Muller est sur notre plateau. Bonjour Quentin Muller. Bonjour. Alors, ce titre, Les esclaves de l'homme pétrole, pourquoi avoir appelé ce livre ainsi ? Les esclaves, pourquoi les esclaves ? Et d'ailleurs, on est peu de journalistes à avoir employé ce terme. Je ne comprends pas d'ailleurs la pudeur dans ma propre profession. Pourquoi mes collègues n'ont pas osé utiliser ce terme ? Nous, on a osé parce que quand vous lisez Les esclaves de l'homme pétrole, je pense que c'est une lecture qui n'est pas facile. Quand on lit les histoires, on est saisi par la violence, par le racisme systémique et structurel, et par une succession d'histoires qui démontre à quel point chaque étranger, avec une couleur de peau différente, avec un passeport dont le prestige peut varier, et dont le passeport vient souvent de pays asiatiques et africains, eh bien, on perçoit une violence systémique et un traitement qui va au-delà de la dignité humaine, en fait, qui détruit toute conception de l'humain, en fait. Et donc, ces travailleurs qui ont permis l'émergence de ces pays, comme le Qatar notamment, ne sont plus des êtres humains. En fait, sont soit des robots, des automates, ou alors des esclaves, ou alors carrément une conception en dessous de l'animal. Parce que parfois, on est sur des violences qui ne considère plus du tout la personne en face comme un être humain. Et c'est pour ça qu'on a employé le mot esclave. Finalement, j'en avais discuté avec d'autres confrères. On me disait, mais tu ne peux pas employer ce terme esclave parce qu'il y a un salaire derrière. Les gens sont payés. Oui, mais le salaire, il est extrêmement faible déjà. Et il correspond... Enfin, c'est pas parce qu'on paye quelqu'un que forcément, c'est pas un esclave. Si on le maltraite derrière, et si les maltraitances vont à un certain niveau, on peut parler d'esclave. C'est-à-dire de l'esclavage moderne ? Oui, de l'esclavage moderne, effectivement. Moi, quand j'ai été au Qatar, j'y suis allé 2 fois cette année, j'ai vu des travailleurs qui avaient enchaîné 9 mois de boulot, avec 3 jours de congé seulement, avec de 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, et qui subissaient des remarques racistes à longueur de journée, qui n'étaient pas du tout considérés. En fait, ce sont vraiment des invisibles. Des gens qui sont là pour remplir une fonction, qui sont mal payés pour cette fonction et qui sont en plus abusés. C'est-à-dire que parfois, ils ne sont pas payés tous les mois, donc ils sont obligés de mendier auprès de leurs collègues qui sont eux payés pour manger. Ils sont stockés, je dis bien stockés, comme des robots ou des machines. Ils sont stockés dans des entrepôts. J'appelle ça des entrepôts, j'appelle ça pas des chambres, par exemple. Et donc, on peut dire vraiment que c'est l'esclavagisme. Et on ne parle pas de ici et là, une entreprise qui agirait mal envers ses travailleurs. C'est pas du fait divers. C'est pas une malheureuse contingence. C'est dans des proportions qui sont énormes. Et c'est pas qu'au Qatar, c'est dans toute la région de la péninsule arabique, de ces pays pétroliers et gaziers. Ce sont des proportions qui sont gigantesques. Et on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Parce que c'est cette succession de témoignages, c'est 70 personnes qui nous racontent leur destin tragique, et pas seulement des ouvriers, pour raconter cet esclavage, mais dans des proportions énormes, qui rappellent un peu le commerce triangulaire d'il y a plusieurs siècles. Oui, parce qu'il y a les ouvriers des chantiers, mais il y a aussi des travailleurs domestiques, ceux des vigiles, ceux qui travaillent dans les hôtels, etc. Enfin, on est vraiment dans des dimensions très, très, très variées, quoi. Ouais, exactement. Au cœur de ce système, pas seulement d'ailleurs pour le Qatar, vous venez de le dire, mais pour tous ces pays du Golfe, il y avait la kefala. La kafala, justement, c'est un peu au cœur du problème, finalement. C'est ce qui a permis l'émergence de cet esclavage moderne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bon, le système de la kafala, il existe dans la péninsule arabique, en Jordanie, aussi au Liban. C'est, selon moi, un système hérité de l'esclavage. Parce que l'esclavage, dans la péninsule arabique, s'est terminé formellement
à l'indépendance des pays du Golfe. Donc pour certains, c'est 1971 comme le Qatar. Et donc jusqu'en les années 50-60, encore au Qatar, on avait des esclaves chez eux. Enfin, quand on était qatari, on avait des esclaves à disposition et on les envoyait par exemple sur les plateformes pétrolières et on tirait un revenu de ces esclaves. C'est-à-dire qu'on les envoyait comme force de travail et les esclaves n'étaient pas payés, c'était les familles qui étaient payées. Donc jusque dans les années 50 et 60. Donc c'est récent. Ensuite vient l'indépendance. On interdit l'esclavagisme, mais il perdure via le système de la kafala. C'est-à-dire que l'État donne tous les droits au patron sur son salarié, qui est étranger. Je dis bien son salarié étranger. Donc, on confisque son passeport, donc sa liberté, sa mobilité. On lui interdit de changer de travail comme bon lui semble. Donc, c'est pareil. On lui confisque sa liberté de se mouvoir dans le marché du travail. Et puis... C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de métier comme ça, quoi. Ah bah oui, mais c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis un travailleur ougandais, je viens avec des diplômes au Qatar, je me dis, bon, bah, je vais commencer comme agent de sécurité parce qu'il n'y a que ça qu'on me propose comme boulot, parce qu'on me propose des boulots en fonction aussi des passeports, de la couleur de la peau, etc. Donc moi, je viens au Qatar, j'arrive en tant qu'agent de sécurité, je veux devenir par exemple prof de sport, comme j'ai pu en rencontrer, j'ai les diplômes pour ça, je ne peux pas. Parce que je dois demander l'autorisation à mon employeur, et mon employeur, non, il veut me garder en tant qu'agent de sécurité, il m'a fait venir pour 2 ans, c'est tout. Après, à la fin de mon contrat, je serai obligé de rentrer au pays. Donc, il n'y a pas la liberté du tout pour le salarié, le travailleur étranger. Aucune liberté. C'est-à-dire qu'il doit toujours dépendre de son patron et de l'entreprise. Et son patron, il l'a fait venir pour l'exploiter. Donc, il n'y a pas autre chose de possible. Il y a juste une seule fonction pour le travailleur qui est venu au Qatar ou dans un autre pays du Golfe. Sa fonction, c'est 12 heures par jour, être agent de sécurité, être ouvrier, être serveur, etc. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de réflexion intellectuelle, il n'y a pas d'humanisme, c'est-à-dire de relation normale entre un patron et son employé. C'est juste une fonction, et puis après, c'est tous les abus qui découle de la fonction derrière. Mais avec la Coupe du Monde, il n'y a pas eu une amélioration quand même, parce qu'on a vu, il y a eu l'abrogation de la kafala en 2020. On dit beaucoup, on a vu même Emmanuel Macron dire que cette Coupe du Monde était très bien organisée. On peut se demander si finalement il n'y a pas une amélioration quand même du sort de ces travailleurs dans ce pays. Alors on a vu même Emmanuel Macron dire que cette Coupe du Monde avait apporté des progrès au Qatar. Ce sont exactement les propos d'Eva Kelly, vice-président du Parlement européen, qui a été arrêté par la police belge avec des sacs de billets, payés par le Qatar pour raconter ça à longueur de journée au Parlement européen, que le Qatar, grâce à sa Coupe du Monde, a enclenché tout un tas de réformes sur sa loi travail pour améliorer le droit des travailleurs. Et ce serait une révolution dans le monde arabe. C'est ce qu'a prononcé Eva Kelly. Que le Qatar serait devenu, à la suite de cette Coupe du Monde, un modèle en termes de droit du travail pour tout le monde arabe. Et ça, c'est la propagande du Qatar que le pays essaye de matraquer à longueur de journée, en payant ici et là des intellectuels, des élites politiques. Et c'est ce que, malheureusement, un certain nombre de médias et aussi une partie de l'opinion publique croient. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des améliorations, mais les réformes, elles existent. Quand vous regardez ce qu'a annoncé le Qatar, c'est-à-dire l'abrogation du système de la kafala en 2020, ce qui est une révolution dans la région, la possibilité, du coup, pour un travailleur de changer d'emploi sans obtenir l'autorisation de son employeur, la possibilité d'un travailleur de quitter le Qatar en cas d'urgence sans demander l'autorisation de son employeur, et donc une plus grande liberté pour les travailleurs. Et puis tout un tas d'obligations pour les entreprises de payer leurs salariés en temps et en heure, sinon il y aurait des sanctions, etc. etc. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, il n'y a pas de réforme. Quand vous allez voir les travailleurs dans la zone industrielle, cette zone sordide où ils sont parqués, là, vous discutez avec eux, vous leur demandez « Et les réformes alors ?» Mais quelle réforme ? On vous répond « Mais quelle réforme ?» Je n'ai jamais entendu parler d'une réforme. Moi, ça fait 3 mois que je ne suis pas payé. Mon collègue, c'est pareil. Moi, j'ai vu des travailleurs qui étaient alités dans leur chambre avec des blessures horribles. Leurs employeurs sont obligés normalement de payer leurs frais médicaux s'il y a un accident du travail. Là, ce n'était pas le cas. Donc, ils attendaient quoi ? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'application concrète de la loi. Il n'y a pas d'application du tout. Et pourquoi il n'y a pas d'application ? Il faut se poser la question. Est-ce que le Qatar a plaisir à abuser de ses travailleurs ? Non. C'est une question purement capitaliste. C'est-à-dire que ce pays-là, comme beaucoup d'autres pays dans le monde malheureusement, veut à tout prix réduire le coût de sa main-d'œuvre.
Déjà que le coût de sa main-d'œuvre, il est très faible. Mais si en plus, de temps en temps, on peut gratter un mois de salaire ici et là pour ses travailleurs, si on peut faire le plus d'économies possible sur la nourriture et l'eau qu'on donne à ses ouvriers et sur la qualité du logement, eh bien on va le faire. Puis les entreprises étrangères qui viennent obtenir des contrats au Qatar, eh bien, elles vont apprécier aussi le fait que la main-d'œuvre là-bas, ça coûte peanuts et qu'il n'y a pas de droit du travail, etc. Donc là, on parle du privilège des entreprises qataries et étrangères au Qatar et aussi des Qataris eux-mêmes et de leur portefeuille. Donc l'État qatari a avancé tout un tas de lois pour donner des gages à la communauté internationale et pour faire plaisir, mais dans les faits, il n'y a rien qui n'a changé. Mais du coup, si à l'inverse, s'il n'y a pas eu d'amélioration réelle depuis la Coupe du Monde, est-ce qu'au contraire, on peut dire que cette Coupe du Monde a participé à l'essor et au développement de cet esclavage moderne, de ce système qui a peut-être disparu sur le papier, mais qui perdure au Qatar? Est-ce qu'on en a juste profité pour ces chantiers? Est-ce que le CIO a pu profiter de ce système pour justement sa Coupe du Monde? Évidemment que toutes les entreprises qui sont venues, par exemple, construire ces stades et ces infrastructures, parce qu'il n'y a pas que les stades. Il y a eu l'agrandissement de l'aéroport de Doha, il y a eu la création d'une ligne de métro auquel Keolis a participé, c'est une branche de la RATP. Il y a eu aussi la création d'une ville nouvelle, Lusail, avec tout un tas d'hôtels. Donc il y a eu plein de constructions connexes. Et il y a des entreprises qui se sont fait énormément d'argent. Des entreprises françaises notamment Bouygues, Vinci, qui sont fait beaucoup d'argent sur ces nouveaux contrats, Vinci sur ces chantiers. Qui est poursuivi notamment. Poursuivi, oui, effectivement, pour travail forcé, c'est quand même pas rien. Et donc, en fait, il y a eu tout un tas de contrats qui sont arrivés, et puis des entreprises étrangères sont venues se faire de l'argent sur ce système-là qui est esclavagiste. Et effectivement, tout ce consortium d'entreprises qataries et étrangères n'a pas profité de cette Coupe du Monde pour implanter une nouvelle forme d'esclavagisme. Il existe depuis toujours au Qatar. Et c'est pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire que toutes les tours que vous voyez, toutes les routes que vous voyez, tous les réseaux, canalisations électriques, etc., toutes les infrastructures du pays, tous les chantiers, tout ça, ça a été construit par les étrangers. Combien sont morts? Combien ont souffert? Combien de familles de travailleurs népalais, indiens, kenyans, etc. Combien de familles ont été endeuillées par ces constructions-là? Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de chiffres. Puis il n'y a jamais eu de projecteurs sur ces chantiers-là. En fait, ces pays-là se construisent et rayonnent sur le sang et les larmes des travailleurs, mais constamment. Et ce n'est pas que la Coupe du Monde. Il y a quand même le chiffre du Guardian, 6500 morts. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce chiffre? Alors, c'est un chiffre qui est contestable parce que, le Guardian, n'ayant pas de statistiques précises de la part des autorités qataries qui veulent à tout prix cacher ces statistiques, est allé voir les ambassades d'Inde, du Népal, du Sri Lanka, du Bangladesh, du Pakistan, et a décompté le nombre de morts à partir de l'année 2011 à 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur toutes ces années-là, tous les travailleurs étrangers qui étaient dans ce pays, qui n'étaient pas forcément ouvriers d'ailleurs, on a décompté le nombre de morts de tous ces ressortissants. Et certains, comme je disais, n'étaient pas forcément sur les chantiers de la Coupe du Monde. Donc ça peut être quelqu'un qui a traversé la route, qui s'est fait écraser ou qui est mort d'une maladie. Voilà, rien à voir avec la Coupe du Monde. Bon, c'est un chiffre qui existe, qui a un peu éveillé les consciences, qui a fait parler de ce drame, de cette Coupe du Monde, mais qui est quand même imprécis. Donc c'est un chiffre qui n'est pas fiable, qui n'est pas fiable, en dessous ou au-dessus de la réalité? Qui n'est pas fiable, moi je dirais qu'il est minoré. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de chiffres qui ne sont pas pris en compte, notamment les travailleurs africains. Donc on n'a pas de statistiques sur les travailleurs africains. Il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, des agents de sécurité, des ouvriers, etc., etc. Donc beaucoup d'Africains venus du Soudan, du Kenya, d'Ouganda et puis d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est un peu plus rare. Donc beaucoup d'Africains. Donc déjà, ça, on n'a pas ces stats. On n'a pas non plus la statistique de la main-d'œuvre venue des Philippines. Et la main-d'œuvre venue des Philippines, elle est quand même conséquente au Qatar. Même si elle est moins dans les chantiers, etc. On ne l'a pas non plus, cette stat. Il y a aussi tout un tas de statistiques qu'on n'a pas. Par exemple, les travailleurs qui, une fois rentrés au pays, meurent peu de temps après. Nous, au Népal, c'était malheureusement un grand classique quand on est allé voir les familles des travailleurs endeuillés. C'était « mon mari, il est revenu, 3 semaines après, il est mort ».
Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces travailleurs ont des problèmes rénaux quand ils rentrent dans leur pays. Parce que les entreprises qui les emploient ne leur fournissent pas de l'eau potable. C'est que de l'eau non potable, qui souvent est de l'eau désalinée avec des taux en sel qui sont très importants, avec des produits chimiques. Donc, ça crée des problèmes rénaux très très importants chez eux. Et donc, quand ils rentrent au pays, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer une dialyse ou une greffe de rein. Et donc, forcément, ces travailleurs meurent peu de temps après. Ça, cette stat... elle est énorme et on ne la prend pas en compte. Il y a aussi le fait que beaucoup de travailleurs, quand ils décèdent sur leur lieu de travail, eh bien, l'entreprise déclare une mort qui l'arrange et ensuite, il n'y a pas d'autopsie. Donc les policiers viennent constater le corps, emmènent le corps au ministère de la Santé, et puis après, le corps est rapatrié ou non. Mais il n'y a pas d'autopsie, donc il n'y a pas d'enquête. Donc quelqu'un qui tombe d'une élévation ou autre chose, eh bien, l'entreprise peut tout à fait maquiller l'accident et dire que c'était un accident ou autre et qu'il est mort, ou alors il est mort dans son sommeil, ou alors certains meurent de crise cardiaque ou d'AVC après avoir enchaîné des heures et des heures de travail. Il n'y a pas d'autopsie pour le dire, c'est des morts naturelles, c'est des arrêts cardiaques. C'est souvent ce qui est noté en fait sur les certificats de décès, arrêt cardiaque. Mais arrêt cardiaque, c'est quelqu'un qui meurt de vieillesse. Le cœur cesse de battre. Mais ce n'est pas une crise cardiaque. Une crise cardiaque, c'est quelque chose qui aurait provoqué. Il y aurait une conséquence. Mais c'est souvent arrêt cardiaque ou mort naturelle. Et on n'en sait pas plus. Et alors, ces stats ne sont pas prises en compte, par exemple. Et donc, on voit que, par exemple, il y a un malaise au niveau des statistiques. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a pactisé avec le gouvernement qatari il y a quelques années, reconnaît même que c'est difficile pour cette organisation, qui pourtant travaille main dans la main avec le ministère du Travail, c'est difficile d'obtenir des statistiques probantes auprès des entreprises sur le nombre de décès. Et le gouvernement qatari, il y a quelques semaines encore, déclarait, juste avant le coup d'envoi, qu'il y avait eu 2-3 morts sur les chantiers. Et puis quelqu'un a rétropédalé, un officiel qatari, en disant non, en fait, on a eu entre 400 et 500. Donc vous passez de 2 à 3 à 4 et 500. Entre 4 et 500, il y a un problème quelque part. C'est qu'on nous cache quelque chose. C'est que le gouvernement cache quelque chose. Et ces statistiques-là, on ne les connaîtra jamais réellement. Mais le chiffre de 6500, il est minoré. Ça va bien au-delà, à mon avis. Sur les chantiers, vous n'avez rencontré que des ouvriers étrangers ou il existe aussi des ouvriers qataris ? Alors non, impossible. Impossible ? Impossible. Et d'ailleurs, il n'existe pas non plus d'ouvriers français. Vous savez que moi, en tant que Français, si je veux faire la demande d'un visa de travail pour devenir ouvrier, j'ai interdiction, je ne peux pas. D'accord. Pourquoi moi, en tant que Français, je ne pourrais pas ? Parce que je suis blanc. Parce que le prestige de mon passeport exige qu'au Qatar, on me donne une position bien supérieure, c'est-à-dire chef de chantier, je ne sais pas, moi, manager d'une grande entreprise de BTP. C'est vraiment un système raciste, en fait. Ah, mais c'est un système qui est extrêmement raciste et qui est basé réellement sur le prestige du passeport et la couleur de peau. Mais c'est vrai que dans votre livre, par exemple, il y a cette histoire des danseurs philippins. On voit que tous les travailleurs étrangers ne subissent pas forcément le même sort et que certains sont plutôt satisfaits de ce qu'ils vivent au Qatar. Il y a même donc ce groupe de danseurs philippins qui seraient même prêts à représenter le Qatar si l'occasion se présentait pour eux. Alors, évidemment qu'il faut toujours nuancer ces propos. Au Qatar, il y a aussi des belles histoires de réussite, mais elles sont rares. Et puis, elles sont de l'ordre du hasard. C'est-à-dire que si vous tombez un jour sur un employeur qui vous considère un peu mieux et que vous avez la possibilité d'évoluer dans votre carrière, mais sont vraiment des destins qui sont malheureusement trop rares. Et il faut rappeler aussi qu'il y a heureusement des histoires qui se finissent bien et des travailleurs aussi qui, grâce à ces salaires-là, peuvent envoyer de l'argent au pays et nourrir leur famille 3 fois par jour et envoyer leurs enfants à l'école. Chose qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils étaient restés dans leur propre pays. Je reviens quand même sur l'histoire de certains témoignages que vous avez recueillis. Pas seulement d'étrangers, vous avez aussi rencontré des gens du pays. Il y a des Qataris qui eux-mêmes, dans votre livre, disent qu'ils subissent une forme d'oppression du pouvoir entre les mains d'une seule famille, la famille régnante. Il y a un de vos témoins, Ahmed, qui dit que le sujet des droits des travailleurs fait en réalité partie d'un problème bien plus vaste. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ? Ouais. Alors le Qatar, quand il est devenu indépendant, il y a une famille régnante qui a pris le pouvoir.
Ouais, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le Qatar, c'est devenu une entreprise familiale, quoi, Bien au sûr. service de la famille C'est dirigeante. l'entreprise Al Thani, avec un coup d'État en 95 où il y a un fils qui prend la succession face à son père. Mais voilà, c'est vraiment une dynastie familiale, La famille de l'émir. la famille de l'émir Al Thani, la famille Al Thani, et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que il n'y a pas la possibilité pour une autre famille, une autre tribu, de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une succession, que ce soit un cousin, le fils d'eux, etc., qui va prendre le relais. Et il n'y a pas de possibilité de démocratie, en fait. C'est vraiment une dictature très, très dure, familiale, unilatérale. Et il n'y a pas la possibilité non plus de critiquer cette famille-là. Ça, c'est la ligne rouge absolue au Qatar. Vous ne pouvez pas critiquer la famille Al Thani. Sinon, vous risquez la prison à vie ou la peine de mort. Et il y a très peu d'ailleurs de dissidents qataris. Il y en a quelques-uns, notamment un en France, Al-Maliki, et qui est d'ailleurs a été condamné à la prison à perpétuité par contumace. Et donc c'est vraiment une famille qui décide de tout. Et d'ailleurs, on l'a vu parce qu'il y a eu en 2021 des élections de la Majlis al-Shura, c'est une espèce de Sénat mais sans réel pouvoir. C'est plus une chambre représentante de personnalités importantes du Qatar. Il y a eu des élections pour la première fois et la tribu Al-Moura, qui voulait participer à ces élections-là, n'a pas pu parce que, pour des raisons historiques, n'a pas pu participer à ces élections et certains des membres de cette tribu ont exprimé leur mécontentement sur Twitter. Ils ont été emprisonnés à vie pour ça. Donc c'est vraiment une dictature très très sévère et très hermétique, très fermée. Je voudrais revenir sur votre titre, sur ma première question, parce qu'on a parlé de l'aspect de l'esclavage moderne, mais la deuxième partie de votre titre, c'est l'homme pétrole. On peut dire que l'économie du pays, du Qatar, repose en réalité sur deux piliers. D'un côté, les énergies fossiles, le gaz sur lequel le Qatar, le pays, a fait sa fortune, et de l'autre, sa masse d'esclaves contemporains. Oui, alors c'est bien d'avoir présenté le pays comme ça parce qu'on présente souvent ces pays du Golfe où il y a quand même un étranger sur deux en moyenne. Bon, au Qatar, c'est 90% de la population plus de 90% qui est étrangère. On présente souvent cette région comme la principale richesse, ce sont les énergies fossiles. En réalité, c'est la main-d'œuvre étrangère. Et c'est un pays qui repose sur l'immigration. Évidemment, qui repose totalement. C'est-à-dire que la population du Qatar en 71, c'était 200 000 personnes. Sur les 200 000, les Qataris étaient déjà en minorité. Là, aujourd'hui, c'est 2,9 millions. Il y a 300 000 Qataris. Donc, il y a 2,6 millions étrangers. Vous retirez les 2,6 millions étrangers. Le Qatar a beau avoir beaucoup de gaz et de pétrole, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire c'est une coquille vide. Le pays s'arrête complètement. L'avion qui atterrit à l'aéroport à Doha qui emmène les supporters de foot, c'est un pilote étranger. La personne dans la tour de contrôle qui fait atterrir l'avion, c'est un étranger. La personne qui vérifie vos bagages, c'est un étranger. Même parfois à la douane, les personnes qui vérifient votre passeport sont parfois des étrangers. Le taxi qui vous amène à votre hôtel, c'est un étranger. Les Qataris, alors, font quoi? Ils ne travaillent pas? Alors les Qataris, pour beaucoup, soit ils travaillent, mais dans le secteur public, ils sont très très bien payés, ils font très peu d'heures, et ils sont souvent des boulots qui sont aménagés, qui sont extrêmement bien payés. Le salaire moyen d'un Qatari est à 8 500 € quand même par mois. Ou alors ce sont des rentiers. C'est-à-dire des gens qui naissent riches, parce que quand vous naissez au Qatar, le gouvernement vous ouvre des rechefs un compte en banque assez fourni pour acheter une Lamborghini, c'est ce qu'un Qatari m'avait dit, puis il vous attribue des terres. Donc vous êtes déjà riche, donc vous pouvez déjà investir de l'argent. Donc vous pouvez déjà être rentier en fait. Vous pouvez déjà mettre de l'argent dans un petit commerce, dans une entreprise, et donc vous pouvez être payé à rien faire, comme beaucoup de Qataris le sont. Cela ne s'explique pas forcément uniquement par l'immigration, c'est aussi parce qu'il y a le gaz et que justement il y a des richesses. Oui, mais si vous avez ces richesses grâce au gaz et au pétrole, si vous n'avez pas les connaissances pour construire une route, par exemple, si vous n'avez pas la volonté de la construire aussi, parce que vous n'avez jamais travaillé, si vous considérez que le travail avec une pelle et une brouette, c'est sale, eh bien, vous allez rester dans votre petite maison en terre cuite comme c'était Doha avant, très très riche, mais le pays va stagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez besoin de la main-d'œuvre étrangère pour faire évoluer de votre pays, pour rayonner. Parce que si Doha était resté comme Doha existait en 1971, le Qatar n'aurait jamais reçu la Coupe du Monde, accueilli la Coupe du Monde.
C'est grâce à la main-d'œuvre étrangère que le pays rayonne à l'international. C'est grâce à la main-d'œuvre étrangère que ce pays a pu s'acheter le PSG, par exemple. Parce que sinon, le gouvernement français et Nicolas Sarkozy n'auraient même pas regardé le petit émir du Qatar. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, pour conclure, on peut dire que finalement, on se retrouve dans un pays où se côtoient à la fois le luxe et la misère. Il y a vraiment deux mondes dans ce pays, et ces deux mondes arrivent à se rencontrer quand même ou pas du tout ? Très rarement. Alors, je vais pas, encore une fois, globaliser, mais très rarement. C'est-à-dire qu'il y a deux exemples que je vais vous donner. L'exemple de ce riche homme d'affaires là, que je raconte là, dans le livre, où j'arrive chez lui. Et auparavant, j'étais allé voir des travailleurs qui vivaient dans des chambres de 10 mètres carrés, ils étaient 7. Bon, j'arrive chez lui, il m'accueille dans sa villa, et je lui demande assez rapidement combien vous avez de chambres dans cette villa. Il me dit, je crois, 43, mais je ne sais plus exactement. Et puis, il me fait visiter son salon. Il y a cette piscine gigantesque avec des pépites d'or incrustées au fond de la piscine. Et puis, il me dit qu'il a la tête de 20 000 salariés. Et quand je lui pose la question de comment vivent ces 20 000 salariés, est-ce que le droit du travail au Qatar s'est amélioré, etc., lui, il me dit que oui, que les travailleurs ont la meilleure vie qui puisse être possible dans toute la région, que les travailleurs bénéficient de loisirs à proximité de leur dortoir, que les dortoirs se sont vachement améliorés, agrandis, qu'il n'y a plus rien d'insalubre. Enfin, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui ne vit pas dans le pays que moi j'ai visité. Enfin, une partie du pays qui est cachée, qui est dissimulée. Mais soit il me ment, soit il n'a pas du tout conscience et il ne connaît pas cette réalité. Donc il y a deux mondes qui se côtoient, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment une société d'apartheid. Quand je suis allé chercher un travailleur Alba qui vivait dans la zone industrielle, une zone épouvantable que je décris dans le livre, et que je l'amène au Souk Waqif, qui est vraiment l'endroit touristique un peu bling-bling du Qatar et un peu faussement traditionnel. Là, il voit tous ces magasins, ces restaurants, cette agitation, ce luxe, ce phasme, etc. Et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il est allé au Souk Waqif, et j'ai l'impression qu'il découvre un autre pays, en fait. Donc c'est vraiment une société d'apartheid. Et à la fois, parfois, il y a des belles histoires, comme cette femme aussi que j'avais interviewée, Qatari, et qui me dit qu'elle est tombée amoureuse d'un Soudanais, donc un travailleur étranger, qui n'est pas Qatari. Et ils ont cette histoire d'amour, mais ils ne peuvent pas se marier, puisque une femme au Qatar, si elle veut se marier avec un étranger, elle doit passer devant une commission pour justifier de son amour. Il faut que l'homme il ait un certain compte en banque, etc. Donc c'est très compliqué, mais parfois, ça existe. Ça existe, heureusement. Je vous remercie Quentin Müller, c'est la fin de cette interview. Merci je le rappelle, votre livre s'intitule « Les esclaves de l'homme pétrole ». Je le rappelle aussi que le média est menacé, en difficulté financière. Nous faisons appel à votre solidarité. Nous visons 200 000 € d'ici la fin de l'année pour nous permettre de continuer ces émissions. Donc soutenez-nous, devenez sociaux, faites des dons, partagez nos contenus, parlez du média autour de vous. Et grâce à vous, nous remonterons la pente pour le pluralisme et le journalisme indépendant. Bonne journée, à très vite.